Bienvenue, voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bonsoir et bienvenue pour cette première soirée de cette 4e saison de Girls Power. Car oui, Girls Power, le cycle de rencontres autour des femmes et des féminismes, a déjà 3 ans et récidive cette année, puisque le patriarcat est toujours présent et puisqu'il y a des très bons livres qui sortent. Je suis Marie Morel, libraire au Comptoir des mots et animatrice de Girls Power. Je suis très contente d'être aussi bien entourée pour cette 24e soirée féministe. Car on est ce soir avec Lorraine Bastide, journaliste féministe, co-créatrice du studio de production Nouvelles Écoutes et créatrice et animatrice de La Poudre, membre du collectif Prenons la Une, bref, l'une des reines du féminisme français qui s'apprête à mettre le feu aux poudres de la société sexiste dans laquelle nous vivons encore, grâce à ton livre intitulé Présente, Ville, médias, politique, quelle place pour les femmes, fraîchement publié aux éditions Alary. Bienvenue Lorraine, merci d'être là. Merci beaucoup Marie. On en reparlera, mais je suis particulièrement ravie qu'on fasse cette soirée ensemble, puisque ce livre est lié à une série de conférences que tu as organisées au Carreau du Temple à Paris, où on était partenaire avec la librairie dans le cadre du cycle au Carreau, pour accompagner en venant avec les livres des autrices que tu avais invitées ou liés au sujet qui était concerné. Je vais commencer par lire les premières lignes de ton livre. J'ai voulu écrire un livre engagé et radical. J'ai voulu écrire un livre accessible et convaincant. Le résultat est entre vos mains, forcément imparfait. Puis, dans un geste très prévisible venant d'une femme, je vous prie d'excuser les situations, les théories, les études et les projets que j'aurais oubliés ou manqué de place pour citer. Ces pages contiennent néanmoins, ça c'est certain, tout le bouillonnement propre à un tournant dans l'histoire des droits des femmes et des minorités raciales et sexuelles. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est le cycle Présente et comment est-ce que c'est devenu un livre ? Alors déjà je suis super contente d'être là, vraiment merci pour l'invitation, merci à toutes d'être présentes malgré les présentes. Je pense que je vais faire beaucoup de jeux de mots en fait, malgré les conditions actuelles. Donc Présente effectivement, comme tu l'as rappelé Marie, est partie d'une série de conférences que j'ai données pendant la saison 2018-2019 au Carreau du Temple. Le Carreau du Temple, c'est un lieu en fait assez génial et j'appuie beaucoup l'hommage à ce lieu et à sa directrice Sandrina Martins dans le livre parce que c'est une personne féministe, progressiste, antiraciste, engagée, tout en étant une haute fonctionnaire brillantissime de l'État qui dirige un lieu qui appartient à la ville de Paris. Donc comme quoi il y a aussi au sein de l'État, c'est très rassurant, des personnes qui défendent les mêmes idées que nous. Et voilà, et en fait elle écoutait La Poudre. En fait en vrai de vrai c'est son assistant qui écoutait La Poudre, qui lui a fait écouter et cherchait des contenus pour cet auditorium au Carreau du Temple qui est un lieu incroyable où tout est toujours gratuit en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Tout est vraiment à portée de main. Bon, est-ce qu'on va être parisien ou parisienne évidemment. Et elle m'a proposé d'animer un cycle de conférences et de réfléchir à une thématique. Et moi j'ai tout de suite pensé à l'espace public parce que c'est une notion en fait qui recoupe énormément de thématiques que j'avais explorées en tant que journaliste, en tant que féministe. Il y a les médias. Il y a aussi la ville et puis les institutions politiques. En fait, l'espace public, c'est tous les lieux où on peut questionner le pouvoir. Et c'était un excellent prétexte pour parler de toutes ces thématiques-là. Donc, j'avais une soirée par mois. Il y avait 250 personnes tous les soirs. C'était des moments qui étaient vraiment extraordinaires. Toutes les conférences étaient traduites en langage des signes pour les personnes sourdes et malentendantes, ce qui rendait le lieu encore plus accessible. Et voilà, donc j'ai reçu 9 en fait, parce qu'il y avait un soir, il y en avait 2, militantes, chercheuses, journalistes engagées sur ces questions, avec qui voilà j'ai essayé de mettre en avant leur parcours, leur savoir, enfin ce que je fais toujours. Hein. Et il y a eu des femmes extraordinaires sur scène, Elisa Rojas, Caroline Dehaas, Rokhaya Diallo, Alice Coffin, Chris Blash et Pascal Lapalu qui ont fondé Genre et Ville, Anaïs Bourdet, Marie Da Silva, j'espère que j'ai oublié aucune d'entre elles, et Anan Karimi.
Et c'était des moments vraiment très forts. Et puis il y a une éditrice qui travaillait parce qu'elle a quitté la maison depuis, chez Alary, qui m'a contactée pour me demander si ça m'intéressait d'adapter ses conférences en livre. Et l'idée m'a plu. Mais j'ai tout de suite su qu'il fallait que je fasse un bon gros mash-up, que je me le remette aussi dans mes mots et que je le rende encore plus accessible, parce que c'est un peu une obsession chez moi, vous avez peut-être remarqué. Et donc je me suis lancée en disant je vais tenter. Et puis j'ai écrit cette intro, ce premier chapitre, et je me suis rendu compte que ça coulait, mais de source quoi. Enfin, j'ai écrit ce livre presque sans réfléchir en fait. C'est vraiment une espèce d'impulsion. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de mettre dedans tout ce que j'ai compris depuis 4-5 ans, que je m'intéresse à ces questions et que je rencontre des femmes pour en parler. Donc voilà, c'est un peu le digest de tout mon travail depuis 5 ans. Les conférences sont encore accessibles, je crois, sur le SoundCloud du Carreau du Temple, parce qu'elles ont été aussi enregistrées à chaque fois. Ouais. Donc elles sont disponibles en audio. Mais comment est-ce que tu penses que le format papier peut apporter autre chose ? C'est vraiment différent. Déjà, j'avais aussi une volonté de pas non plus voler les mots de mes invités. Il y a eu toute une réflexion aussi en termes éthiques, c'est-à-dire de quel droit moi je vais en tant que journaliste faire un produit commercial de ces voix qu'elles m'ont donné, qu'elles ont partagé avec moi. Donc j'ai pas voulu que ce soit trop in extenso leurs mots. Donc il y avait cette première réflexion. Ensuite, je les ai évidemment toutes consultées. Je me suis assurée que j'avais leur accord. J'ai versé le tiers des droits d'autrice que j'ai perçus aux associations qu'elles soutiennent, parce que c'est la moindre des choses, quoi. Et je pense que mine de rien, je suis journaliste. Et je fais un travail utile, un travail que j'aime, de mise à disposition en fait de connaissances, d'informations. Et dans ce bouquin, je fais ça. J'essaye vraiment. Il y a un travail de vulgarisation. Moi, j'aime bien ce mot. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, mais moi, au contraire, il me plaît beaucoup. Et je pense que ce qu'il y a en plus par rapport au Carreau du Temple, c'est que j'explique tout en fait. Je donne tout le background. Et peut-être que quand on écoute une interview d'Alice Coffin, quand on connaît son combat, son travail, quand on est un petit peu au fait des questions concernant les droits des lesbiennes, etc., on est forcément galvanisé. Mais quand on débarque en n'ayant aucun élément, peut-être qu'on peut être un peu perdu. Et moi, j'avais envie d'embarquer tout le monde en fait dans ce bouquin. Je voulais que n'importe quelle personne, même quelqu'un qui avait jamais entendu le nom d'Alice Coffin, maintenant c'est déjà moins probable, mais puisse rentrer dans le livre, comprendre d'où on parlait. Donc je pense que l'atout du livre par rapport au podcast, c'est ça, c'est le fait de parler à encore plus de monde, quoi. Pourquoi est-ce que la rue et l'espace public sont des enjeux féministes ? Et comment est-ce qu'on peut changer ce qui s'y passe ? Je pense à la rue notamment. Ouais, la rue c'est une thématique vraiment très intéressante et je tiens vraiment à saluer Chris Blash et Pascal Lapalu, donc qui ont fondé Genre et Ville, qui sont des chercheuses extraordinaires et qui ont retourné comme une crêpe tout ce que j'avais anticipé en fait de ce qu'on allait dire sur les femmes dans la rue. Parce qu'en fait, ce qui vient à l'esprit le plus rapidement quand on parle des femmes dans la rue, c'est le harcèlement. C'est même le viol. On imagine volontiers la rue comme un lieu où les femmes sont dans une situation d'insécurité totale. Quand on sort le soir, il faut pas mettre de jupe, il faut se cacher, il faut se faire accompagner, etc. On prend pas le métro, passe une certaine heure, Et donc je pensais qu'on allait explorer ces thématiques-là et se révolter contre tous ces dangers qui guettent les femmes dans la rue. Sauf qu'elles disent pas du tout ça en fait. Et en fait elles ont raison. En fait elles expliquent que finalement cette peur qui est distillée est l'outil de contrôle du corps des femmes. C'est-à-dire que la véritable menace qui nous empêche, nous, les femmes et aussi les personnes trans, les personnes non binaires, enfin en gros les personnes qui ne sont pas des hommes cis hétérosexuels, c'est en fait la peur. C'est la menace, cette espèce de menace flottante qu'on fait flotter en permanence sur cette idée que si tu sors la nuit, tu risques de te faire violer. Si tu sors seule dans la rue, tu risques de te faire agresser. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est justement renverser la peur. Et plutôt que
alors évidemment, il faut rappeler les chiffres du harcèlement, etc. Mais il faut dire, non, la rue est à nous, en fait. On a le droit d'être dans la rue. Et le vrai scandale, c'est qu'on nous empêche d'être dans la rue. Et qu'au lieu de changer la rue, de modifier la ville pour qu'on puisse s'y sentir à l'aise, on nous dise, reste chez toi. Ou habille-toi comme ci, ou cache-toi les cheveux, ou cache-toi les jambes, ou etc. Enfin, c'est inadmissible qu'on demande, en fait, aux femmes de s'adapter à l'environnement urbain, alors qu'en fait on pourrait tout à fait adapter l'environnement urbain aux femmes. Et il y a des études qui sont faites, qui évidemment sont pas du tout relayées, sont pas du tout appliquées, qui démontrent par exemple que élargir les trottoirs, oui, ça serait très bénéfique pour les femmes. Les femmes dans l'espace public, elles ont souvent des poussettes, des chariots, des sacs, et évidemment le fait d'avoir des trottoirs très étroits, ça rend la ville extrêmement hostile. Donc ça fait que les femmes ont tendance à beaucoup plus traverser la ville d'un point A à un point B qu'à y stationner. Et c'est vrai que quand on regarde dans l'environnement urbain, on voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui stationnent en bas, voilà, devant les restaurants, au coin des rues, sur les bancs, dans les squares. On voit beaucoup de groupes de mecs, beaucoup plus rarement des groupes de femmes. Mais c'est des réflexes qu'on a ancrés en nous. Ça nous vient pas en fait à l'esprit de nous asseoir avec nos potes sur le banc, les jambes écartées, pour parler et boire un coup. Alors qu'en fait, si on peut, si on a le droit, il y a aucune loi qui nous empêche de le faire. Et il suffit de réaménager l'espace public, comme par exemple la place du Panthéon, qui a été complètement refaite par Chris Dash et Pascal Lapalu avec le collectif Les Monumentales, où on a juste enlevé les parkings, remplacé les 2 pauvres bancs par des grandes estrades en bois hyper accueillantes. C'est tout en fait, c'est juste ça qui a été fait. Et ça a tout changé. D'un seul coup, il y a eu des femmes avec leurs enfants qui s'y sont installées. Il y a des étudiantes qui se sont senties en sécurité parce que l'espace est au milieu de la place. Il va rien se passer si on se met dessus. Et du coup, elles sont mises à se mettre en grappe, à parler, et elles ont profondément modifié les comportements. Donc, ce sont des choses très très simples. Sauf que quand un maire, alors 84% des maires de France sont des hommes, veut changer sa ville, ce qu'il va faire, c'est un terrain de basket ou un skatepark, et qui sont encore une fois des installations sportives dans lesquelles les femmes ne se sentent pas à l'aise, quoi. Donc voilà. Enfin, si je devais résumer en un mot, il faut changer la ville pour les femmes et pas que les femmes se changent pour la ville. Et c'est particulièrement vrai pour certaines catégories de femmes, enfin certaines femmes en particulier. Je pensais à ton chapitre dans lequel il y a la partie validisme, grossophobie, lesbophobie, transphobie, islamophobie, les corps exclus de la ville. Parce que ces corps-là sont particulièrement exclus et particulièrement visés. Je pense entre autres, j'avais relevé sur les agressions, tu cites 75% des agressions islamophobes visent des femmes. Ouais. Enfin, ça m'a... Ouais, c'est... En fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement, dans les médias et dans la ville, il se passe la même chose. C'est-à-dire que, alors déjà, il y a très peu de femmes, et les rares femmes qui sont tolérées, ce sont toujours les mêmes, en fait. Ce sont des femmes blanches, des femmes qui surtout ne portent pas de voile, hein, parce qu'attention, c'est très très flippant ça. Pas des femmes handicapées, pas des femmes noires, pas des femmes trans, pas des femmes lesbiennes. Enfin, en gros, il reste vraiment plus grand monde au final, et que la ville est un terrain encore plus hostile quand on cumule cette discrimination-là. Ça, c'est Alice Coffin qui l'explique très bien. Quand elle marche dans la ville, son corps de lesbienne, son corps qui est assez peu genré, qu'on pourrait qualifier d'androgyne, il est source d'hostilité, il est source de regards, de colibés et potentiellement d'agressions physiques. Une femme trans, on sait très bien ce qui est arrivé à Julia, place de la République l'année dernière, qui a été agressée sur la place de la République. Et quand on est une femme handicapée en fauteuil roulant, c'est carrément tu sors pas en fait. La rue n'est pas pensée pour toi, il y a absolument aucun lieu qui est véritablement accessible. Donc effectivement, c'est un livre dans lequel mon approche est mon approche est intersectionnelle comme dans La Poudre, et c'est bien d'être féministe et de parler des femmes, mais c'est aussi important de tenir compte des autres discriminations systémiques qui s'exercent sur toutes les femmes. On parlait de certains chiffres. Pourquoi est-ce que c'est important de compter ? Parce que si on compte pas, on voit pas. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est super important. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en militant au sein de Prenons la Une. Si on demande dans un dîner, à votre avis, si on demande, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui parlent des matinales de radio, les gens ils vont dire, bah oui, elle est à Salamé, hein. Ouais, et en fait,
bah il y en a pas d'autres. Et donc on peut avoir l'impression, comme il y en a une qui est très visible, que non c'est bon, la parité est atteinte dans les émissions de radio du matin. Bah en fait non, parce qu'en fait il y en a zéro, pas d'autres du tout. Donc voilà, si on compte pas, on se rend pas compte que oui il y en a une très visible, mais en réalité ça représente même pas 10% des matinales de radio. Et pareil pour la voix des femmes dans les médias en règle générale. Moi j'ai passé 10 ans de ma carrière de journaliste à jamais m'interroger sur ça. J'ai l'impression qu'il y avait autant de femmes que d'hommes. Enfin je pensais même pas en termes quantitatifs. D'ailleurs je me disais il y a des femmes, il y a des hommes, on entend un peu des deux. Et en fait, non, c'est 24%. C'est 24% le temps de parole des femmes dans les médias. Et c'est complètement délirant. Ça veut dire qu'on entend 3 fois plus d'hommes dans les médias. Donc, compter, c'est rendre visible. Et c'est toujours, c'est l'argument, en fait, inattaquable. Il n'y a pas de sexisme dans le cinéma. Ah bon? Combien de palmes d'or depuis la création du Festival de Cannes pour une femme? Bah, une, en fait. Donc, s'il y a un souci, c'est évident qu'il y a un souci. Donc voilà, compter, ça permet d'identifier les mécanismes et puis potentiellement, s'il y a un peu de volonté politique derrière, de les corriger. Je voudrais revenir sur l'intersectionnalité. Pourquoi est-ce que les questions de validisme et de racisme ont leur place dans le féminisme? Déjà parce que les femmes handicapées sont plus victimes de viols et de harcèlement que n'importe quelle autre femme. C'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à complètement occulter, de par des mécanismes abominables du langage et de la pensée qui tendent à associer le viol vers un certain, souvent on entend des femmes, je sais pas comment le dire en termes qui soient corrects, mais bon voilà, les femmes qui sont violées, c'est pas forcément les femmes qui correspondent le plus à ce qu'on pourrait appeler un canon de beauté occidentalisé, etc. Bien au contraire en fait, bien au contraire. Et plus une femme est en situation de vulnérabilité, plus elle va être victime de viol. Donc c'est une question féministe. Et puis dès l'instant où il y a des femmes handicapées, ça devient une question féministe. Point. Donc c'est vraiment très important. Et puis de toute manière, dès qu'on commence à réfléchir à un système de domination qui est systémique, on est en train d'avoir une réflexion féministe. Pour moi, ça a vraiment été ça la révélation que j'ai eue au moment où je commençais la poudre, c'est-à-dire que quand on comprend un mécanisme de domination, on comprend tous les autres, et on peut pas se contenter d'agir sur sur la domination de genre sans agir sur les autres dominations, notamment la domination par le racisme. Et dans ce livre, j'essaye de comprendre cette espèce de spécificité française où il y a des personnes qui sont capables de monter au créneau en disant il faut sauver les femmes, mais qui sont pas capables de voir qu'elles exercent par leur discours une oppression terrible sur les personnes musulmanes, sur les personnes noires. Pour moi voilà, tout va avec quoi. On peut pas se contenter de lutter contre un seul type d'injustice quoi. Donc tout se pense ensemble et de façon complètement intriquée. Comment on peut se déconstruire sur ces questions-là quand on est... je connais beaucoup de féministes qui sont averties, mais qui sont justement pas averties sur ces questions-là, qui savent pas par où commencer. Je pense que la meilleure façon de se déconstruire, c'est toujours en fait d'écouter des personnes concernées par les discriminations qu'on ne subit pas. Ça, c'est vraiment pour moi la règle d'or, quoi. Je sais pas, par exemple... pour parler d'un des exemples que je donne dans le livre, c'est absolument terrible pour les femmes noires d'avoir tout le temps des mains qui se glissent dans leurs cheveux, par exemple. Et c'est vraiment quelque chose qui peut paraître, la première fois qu'on nous dit ça, si on est une femme blanche, si on n'a pas de personne noire dans notre entourage, on peut sourire quoi, être là genre enfin ça va, c'est pas... si en fait c'est carrément emmerdant quoi. Et plus on aura de personnes qui raconteront cette expérience, comme Marie da Silva l'a raconté au Carreau du Temple. Enfin ça l'a mené au burn-out en fait. Tous les matins elle arrivait sur son lieu de travail et tous les matins on lui faisait une remarque sur ses cheveux. Elle pouvait les tresser, c'était trop ethnique, elle les tressait pas, c'était trop naturel, elle mettait un foulard, c'était un petit peu trop tribal. Enfin je veux dire, c'était racisme à tous les étages quoi. Et une fois qu'on a compris, on comprend et on voit et on sait. Mais avant qu'on nous explique, on comprend pas quoi. Donc moi je pense que la seule façon de se déconstruire, c'est d'ouvrir les oreilles, écouter des podcasts, ça aide bien, lire et lire des livres et lire des livres quoi évidemment. Mais je trouve que les podcasts, ça a vraiment, tout le monde n'a pas forcément le temps, l'énergie ou même je sais pas la structure de vie quoi qui permet de lire des bouquins. C'est un énorme privilège que j'ai moi de pouvoir avaler un milliard de bouquins. Mais en fait, écouter un podcast, c'est plus simple, c'est
plus accessible, il me semble. Et il y a une telle multiplication de podcasts avec, enfin, on peut vraiment, c'est le menu déroulant, quoi. On peut écouter maintenant tout type de paroles, particulièrement des paroles qui sont invisibilisées dans les médias traditionnels. Voilà, des paroles LGBTQIA, des paroles de femmes, de personnes racisées, des paroles non binaires, des paroles trans, des paroles de femmes handicapées, enfin des parcours d'immigration, tous ces récits à la première personne. Il y a rien de plus enrichissant, il y a rien qui peut remplacer, aucune théorie en fait ne peut être plus efficace que ces récits à la première personne pour moi. Et puis c'est un espace où on peut avoir une forme de nuance, où on peut avoir le temps d'expliquer son propos, exactement, un contexte. Exactement. Ce que tu disais, je t'écoutais dans Fracas, et où justement tu parlais de l'importance de pouvoir faire des phrases longues et de pouvoir nuancer son propos. Mais tellement. Tellement, et puis on sort des stéréotypes. Enfin, c'est juste ça en fait. Je pense que la plus grande souffrance des femmes et de toute personne subissant les dominations, c'est le stéréotype. C'est-à-dire qu'on va dire les femmes sont comme ça, les musulmans sont comme ça, les gays sont comme ça, parce que ce sont des discours qui sont produits extérieurement à elles et eux, des discours surplombants qui simplifient, qui écrasent. Et ce sont ces discours-là qui dominent. Dès l'instant où la personne concernée s'exprime, on voit qu'il y a 10 milliards de nuances. Il y a autant d'identités que d'individus en réalité. Mais ces identités, elles n'émergent pas si ces paroles ne s'expriment pas. Donc oui, ça permet la nuance et ça fait vraiment du bien. Et par rapport à la diversité des podcasts, justement, est-ce que tu crois que la création de son propre média soit vraiment le passage obligé pour faire entendre sa voix ? C'est un peu triste de penser ça en réalité. C'est un peu décourageant, c'est-à-dire que c'est un outil fabuleux, mais ça a toujours moins d'impact en fait que Journal de 20h. Hein. Je suis vraiment désolée de devoir le reconnaître, ou qu'une couve de Paris Match qui va être en 4x3 sur tous les kiosques à journaux. Donc c'est un super moyen, et on a vu à quel point, enfin je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là parce qu'elles ont écouté des podcasts et parce qu'elles ont suivi des comptes Instagram militants, et que toutes ces questions-là, enfin tous ces outils-là leur ont permis de contourner quoi le discours médiatique mainstream. Mais ça peut pas rester comme ça. Moi, à un moment donné, j'ai vraiment envie que toutes ces voix-là prennent le pouvoir dans les chaînes de télévision, dans les maisons d'édition, dans les musées, dans les universités. Enfin, tant que ça restera des discours marginaux, ça sera pas assez. En revanche, ça c'est, je cite Gloria Steinem dans le livre qui me l'a dit en personne car je l'ai interviewée. Excusez-moi, je prends une petite minute. Savoir un truc. Et en fait, elle m'a dit oui, certes, c'est frustrant, mais sans les médias féministes, nos questions n'arrivent jamais dans l'agenda médiatique. Et il y a un espèce d'effet de courte échelle en fait qui se produit. Elle prenait l'exemple du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel dans les années 80-90, quand ce mot a commencé à émerger, ça devait être un petit peu comme, je sais pas, culture du viol aujourd'hui, quoi. Genre, quoi, c'est quoi ce truc? À force de le marteler, à force de le traiter, à force de sortir des enquêtes, des histoires, des articles, un jour ça a commencé à atteindre les médias traditionnels, et puis ils ont fini par s'en saisir. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment en train de faire ça tout en ce moment avec nos médias féministes. On est en train d'essayer de pousser nos questions pour qu'elles atteignent petit à petit l'agenda médiatique. Mais c'est mais je sais pas, moi je suis quand même assez régulièrement découragée, quoi, parce que on voit de quelles affaires on se saisit, c'est-à-dire que les droits des personnes trans, on s'en fout globalement dans les médias tout le temps, mais tout le temps. C'est-à-dire c'est vraiment grand rien à foutre. On peut passer 3 mois à débattre sur la PMA sans ne jamais donner la parole à une personne trans sur aucun plateau de télé. Par contre, une femme trans est agressée place de la République au sein d'une manifestation algérienne où il y avait donc plein d'Arabes place de la République. Là, on va en parler dans les journaux et dans les JT. Là, ça devient un sujet intéressant. Voilà, enfin, c'est délirant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne traite le féminisme en France que quand ça sert à un propos raciste, en réalité. Ça n'intéresse que dans ces cas-là. Voilà, des actrices qui parlent contre un grand réalisateur français blanc. En fait, personne ne le reprend, aucun journal ne reprend, aucune enquête n'est faite. Par contre, quand c'est les rappeurs, on s'en saisit. Parce qu'on va pouvoir à nouveau rejeter le sexisme du côté des tours, du côté des populations descendantes de l'immigration, et c'est toujours pareil en fait. Donc moi, à un moment donné, je me décourage un peu, ouais. C'est pour ça que au final, je dis qu'il
bientôt tout cramer. Pardon, alors on va attendre un peu. Oui, c'est ça. On va attendre un petit peu avant de faire ça. Je voudrais qu'on parle aussi de cyberharcèlement. Parce que la création des médias féministes, c'est aussi pas mal passé sur Internet, qui est un espace à double tranchant, parce que c'est un espace formidable où justement on a pu entendre des voix s'exprimer qui n'avaient pas de place ailleurs, mais c'est aussi un espace d'une extrême violence. Je pense à Anaïs Bourdet, je pense à Caroline Dehaas, et j'ai découvert du coup en lisant Présente que ça t'était aussi arrivé suite à ton émission sur France Inter. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose de très simple. J'ai donné la parole donc dans mon émission estivale, les savantes, où j'interviewais donc des chercheuses dans tout plein de domaines. J'avais des mathématiciennes, des biologistes, des philosophes, des sociologues, des économistes, des anthropologues. Et donc une saison, j'ai invité Hanan Karimi, qui est donc sociologue, qui est maîtresse de conférence à l'université de Strasbourg depuis peu. J'étais tellement fière d'elle, elle a chopé son poste, et qui travaille sur l'agentivité des femmes musulmanes portant le voile. Et donc il y a un discours qui va complètement à rebrousse-poil de tous les discours islamophobes dominants dans les médias français. Un discours qui est évidemment parfaitement étayé, rationnel, passionnant, passionné. Je sais pas si tout le monde sait l'agentivité, ce que ça veut dire. Alors l'agentivité, c'est dérivé d'un terme anglais, donc c'est l'agency, c'est-à-dire c'est l'encapacitement, j'emploie encore un autre barbarisme, je ne sais pas faire autrement, c'est catastrophique. C'est la possibilité d'agir malgré les contraintes structurelles qui nous sont opposées. En gros, t'es une femme musulmane voilée dans l'espace public français, on te répète à longueur d'émissions de télé que tu n'as pas le droit d'emmener tes enfants à l'école, pas le droit de te baigner, pas le droit de chanter à la télé, pas le droit d'être délégué syndical, machin. T'es là quand même, tu vis quand même, tu t'organises quand même. Comment tu fais? Donc elle s'est intéressée à ça. Et comment elles font en fait, en gros c'est ça l'agentivité, comment elles font. Et elles font évidemment, elles s'arrêtent pas de vivre, hein, donc elles s'organisent, il y a de la résilience, il y a énormément, sa thèse est passionnante. Et donc je l'ai invitée à France Inter. Et puis la semaine suivante, j'ai invité Maboula Soumaoro. Maboula Soumaoro, qui est chercheuse en littérature et en linguistique, spécialiste de la diaspora africaine. Elle est passionnante, elle parle de littérature comme personne, connaît tout, enfin elle est géniale. Mais Maboula Soumaoro, elle dit un mot qui fait très peur, elle dit le mot race. Elle dit qu'il y a des personnes qui sont noires en France. Maboula Soumaoro voit les couleurs, c'est incroyable. Et donc elle a un discours qu'on pourrait qualifier un peu de décolonial, même si elle aime pas trop ce mot, donc je m'excuse de l'avoir attribué ça, c'est un peu pour simplifier, pour que vous voyez où elle se situe politiquement. Et donc voilà, j'ai invité ces deux personnes dans mon émission, et ça n'a pas du tout plu aux personnes qui ne voient pas les couleurs, aux personnes qui jugent absolument inenvisageable qu'on fasse de la place pour les femmes musulmanes dans la société. Et je me suis pris des tombereaux d'injures très violentes pendant 2 mois sur mon compte Twitter. Mais c'est extrêmement violent. Alors moi je me faisais insulter, mais moi ce qu'on me disait c'est que j'étais stupide, beaucoup, vraiment je suis conne, manipulée par l'islam politique. Voilà, stupide et manipulée. Alors que mes invités étaient des terroristes, islamistes, complotistes, etc. Donc c'est vraiment aussi intéressant de voir que quand on est la femme blanche et blonde de surcroît, on a juste rien compris. Et quand on est une femme noire, on est dangereuse terroriste. C'est vraiment intéressant, alors qu'en fait on dit la même chose et très calmement en plus. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que mes invités ont pris le même harcèlement, mais avec des propos racistes en plus, ce qui rend la chose d'autant plus violente et traumatisante. Et c'est horrible en fait de subir ça. Enfin, on a beau savoir qu'on a en face des personnes avec qui on est en désaccord complet et on n'a pas envie de leur plaire, hein, mais c'est quand même violent de se lever tous les matins en disant espèce de salope, mauvaise journaliste, et de mettre en question ta légitimité. C'est pas de quoi elle reparle, elle est complètement conne, elle a dû sucer pour arriver là. Enfin bon bref, je vous en passe. C'est difficile à décrire ce que ça fait sur le moral, sur la santé physique, mentale, mais ça accable quoi. Ça accable profondément, ça
Puis voilà, puis en plus ça arrive toujours à des gens qui ont une vie par ailleurs. Moi, ma vie c'est pas que faire des émissions sur France Inter. J'ai des émotions, j'ai des vécus personnels, j'ai une vie personnelle, donc ça se rajoute au reste, à la charge mentale, etc. Et ça fout par terre quoi. Ça fout par terre, c'est un outil très 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 puissant de silenciation. Et on revient sur la même thématique. Et voilà, ces personnes-là, elles ont réussi à me faire fermer mon compte Twitter. Donc c'était un outil que j'avais je sais pas 40-50 000 personnes qui me suivaient. C'était un outil qui était chouette. Quand on porte un discours politique dans la société, ça me permettait de relayer, d'amplifier, de donner mon opinion sur les choses. Alors à un moment donné, j'ai dit c'est fini, je veux plus être là. Et par ailleurs, là je balance un peu, mais bon, France Inter ne m'a jamais défendue. N'a jamais répondu à mes harceleurs et de peur de se voir à mon avis assimilé à ces idées dangereuses pour la cohésion républicaine, a arrêté mon émission. Donc très concrètement, le résultat de ce cyberharcèlement, c'est que j'ai fermé ma gueule. Voilà. Donc et ça arrive tout le temps à toutes les femmes qui portent un discours féministe ou antiraciste ou pour les droits des personnes LGBT dans la société quoi. Ça arrive tout le temps. Alors après il y a des déesses comme Rokhaya Diallo. Alors je sais pas comment elle fait. Elle se prend des sauts et des sauts et des sauts de ça toute la journée. Elle en a rien à foutre. Elle continue à être à ses souris, mais je pense qu'elle est pas faite comme nous, Rokhaya. Je comprends pas. Moi je la vois, je suis là, mais meuf, mais comment tu... Ah je m'en fous. Bravo. Mais tout le monde n'a pas, je sais pas, sa force de caractère, son abnégation, sa vision, et c'est terriblement difficile. Ouais. Et le pire, c'est qu'il ne se passe rien. Je crois qu'il y a eu une seule condamnation. Rien. Qui a été jusqu'au bout. Ouais. Je crois que c'est Nadia Dam qui a réussi à faire condamner un de ses harceleurs alors qu'elle a été... Alors pour le coup, Nadia Dam, je veux surtout pas comparer ma petite expérience où j'ai eu 100 allumés du printemps républicain qui m'ont pris pour cible pendant 2 mois et Nadia Dam qui s'est pris un raid organisé par le forum 1825. Donc elle, pour le coup, c'était 3000 masculinistes qui appelaient au viol et à la menace de mort non-stop pendant je sais pas combien de mois, d'années, ça a duré éternellement et elle a eu le courage d'enclencher une procédure juridique judiciaire et elle a réussi à en faire condamner un seul. Donc voilà, elle a réussi aussi à faire changer la loi. Elle a réussi à faire reconnaître la spécificité du cyberharcèlement qu'elle avait subi, qui touche principalement les femmes, beaucoup les femmes journalistes et encore plus les femmes racisées. Il y a une étude que je cite, une étude d'ONU Femmes. Les femmes racisées subissent 84% des attaques de cyberharcèlement qui existent. Donc voilà, mais au prix de quelle lutte, c'est vraiment flippant. Ça gratte en fait, ouais. Ça démange, ça gêne. Ouais, clairement. Et c'est pour ça que je trouve ça merveilleux les réseaux sociaux. Je trouve que c'est vraiment un outil génial et il y aurait pas eu MeToo sans Twitter. Donc je suis pas en train de dire horrible internet, retournons au temps du café et du commerce où on devisait gaiement au comptoir, c'était tellement plus facile. Je dis pas ça. Par contre, je dis que si nos discours sont circonscrits à cette sphère-là, ça veut dire qu'on produit du travail donc gratuit parce qu'on n'est pas payé pour faire des tweets et des posts Insta qui ne nous appartient pas parce que tout ce qu'on poste sur Instagram, toutes les photos, tous les textes, ça appartient à Instagram et en plus on est en insécurité permanente. Donc moi je me demande si c'est pas aussi quelque chose qui arrange un peu tout le monde que nos discours soient circonscrits à cette sphère-là. Je pense que on trouve bien mignonne à faire des posts et des hashtags, mais clairement ça suffit pas quoi. Je reste sur les médias. J'ai été interpellée par un chapitre. Je vais lire un extrait qui évoque l'article du New York Times qui parlait de la recrudescence des violences dans les affaires de pickpocket à bord des métros du Bronx et qui déplorait que les victimes résistent aux assaillants pour un butin de parfois seulement quelques dollars. Selon l'auteur et professeur de journalisme Jelani Cobb, il est évident que le journaliste blanc qui écrit cet article ignore que, pour un habitant du Bronx, quartier largement peuplé de personnes noires et latinas, 5 $, c'est la somme qui va permettre de se rendre à son lieu de travail et d'en revenir le soir. C'est la somme qui garantit
qu'on va conserver son emploi et obtenir sa paie à la fin du mois. Comment expliquer que certains médias et certains journalistes soient à ce point à côté de la plaque ? Parce que on a des rédactions qui sont constituées quasiment systématiquement 100% de personnes blanches. Et que quand l'article est écrit par un journaliste blanc, il est relu par un correcteur blanc, il est validé par un rédac-chef blanc, il est mis en page par un SR blanc, et le BAT part sous la plume du directeur de la rédaction qui est blanc aussi. Et personne n'a vu, en fait. C'est à côté de la plaque, oui, mais c'est surtout une incapacité de voir, parce que et c'est pas de leur faute. Ils ont pas vécu dans le Bronx, ils sont pas au courant, ils ont pas de potes qui habitent dans le Bronx, on leur a jamais expliqué que $5 c'était une somme importante. C'est pas leur faute, on n'est pas supposé avoir la science infuse. Par contre, ce qui est leur faute, c'est de ne pas réaliser que de par la constitution complètement homogène de la rédaction, il y a un angle mort énorme et multiplié par autant de personnes qui existent dans la rédaction qui fait que certaines questions n'apparaissent tout simplement pas et qu'on ne les voit pas. Pourquoi certains magazines font parfois des titres incroyablement racistes. Je pense au Péril jaune, quand au début du coronavirus, je crois que c'était Ouest France ou je sais plus, qui avait fait cette une. Alors c'est raciste évidemment, mais surtout ce qui est dingue, c'est que personne dans la rédaction n'était capable de dire genre ça va pas les gars. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait pas de personne racisée dans la rédaction. Personne ne connaît le racisme, personne ne le vit. Donc je pense que elle est là la nuance, c'est-à-dire on ne peut pas reprocher aux personnes blanches de ne pas connaître le racisme. C'est un fait. Quand tu es blanc, tu ne connais pas le racisme. Par contre, on peut reprocher aux journalistes de ne pas faire en sorte que leur rédaction soit constituée d'un panel de personnes suffisamment variées pour couvrir toutes ces thématiques et identifier les mécanismes systémiques, quoi. On revient à la même histoire. C'est la même réflexion du coup par rapport aux médias et qui sont pour les directeurs de publication, directeurs de rédaction qui sont des hommes. Et c'est les mêmes réflexions aussi par rapport au peu d'expertes qui sont interrogées. Ouais. Alors après, tu évoques deux choses qui sont assez intéressantes, je trouve, pour expliquer le peu d'expertes qui sont présentes dans les médias. Tu évoques le carnet d'adresses des journalistes et tu évoques toi-même ton expérience d'invitation des chercheuses, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y a un premier mécanisme, effectivement, qui est le mécanisme du boys club, qu'on connaît bien, c'est-à-dire... je sais pas, je suis présentateur télé, j'ai failli dire un nom mais c'est très sympa. Il me faut un virologue parce qu'apparemment il y a une mystérieuse maladie qui est en train d'arriver, il me faut un super virologue ou un épidémiologiste. Ah, mais il y a ce mec qui a sorti ce bouquin il y a 3 ans, j'ai son 06 dans mon téléphone, hop, salut Coco, tu viens, non. Et en fait, ça se passe beaucoup comme ça. Pour arriver à trouver la jeune doctorante qui est en train de faire une thèse incroyable sur justement le coronavirus, il faut chercher, mettre de l'énergie, mettre un peu de temps, aller sur des sites, se renseigner, passer 3 coups de fil, appeler les facs, savoir ce qui se passe. Les journaux et les émissions de télé et de radio sont faites en flux tendu, à l'arrache, on enlève les moyens à la presse à chaque instant. Donc ça va plus vite de passer un coup de fil au vieux mec qu'on connaît déjà, ce qui fait qu'on revoit toujours les mêmes experts, les bons clients comme on dit, sur tous les plateaux de télé. Mais bon, à supposer que on ait un journaliste un peu consciencieux, qui soit abonné au site Les Expertes, qui fasse sa petite recherche, qui arrive à sourcer une super doctorante hyper pertinente sur la question et qui l'appelle. Il y a quand même de grandes chances pour que la doctorante désolée parce qu'à 18h en fait elle va chercher son fils à la crèche, donc elle peut pas, elle est sur un plateau de télé le soir, puis en plus il y a le dîner à préparer, puis il y a sa mère qui est là, et puis machin, donc compliqué. 2, comme c'est une femme et qu'on lui a toujours appris à pas parler trop fort et à être bien polie, elle a dit mais vous êtes sûre que je suis compétente parce qu'il y a quand même mon collègue qui bosse sur la question depuis plus longtemps que moi, vous voulez pas plutôt l'appeler lui? Donc il y a aussi toutes les entraves qu'on se met nous-mêmes à s'excuser en permanence et à jamais se sentir légitime. Alors un professeur, un expert qu'on appelle, il dit oui bien sûr, quelle heure? C'est tout, hein. La seule question qu'il pose, donc voilà, donc il y a aussi tout un tas de freins liés à la charge mentale et domestique, mais aussi au sexisme intériorisé, qui font que ça va être beaucoup plus difficile en réalité de faire venir une experte sur un plateau. Donc 2 fois plus d'efforts à fournir. Donc on est à 18% des experts qui sont des expertes. Et ça fait très mal.
Et ça a baissé pendant la crise pendant le confinement, je suis descendue, je crois, à 13. Enfin, c'est dans les situations de crise, quoi. Déjà, on va se tourner encore plus vers les hommes parce qu'on veut être rassurés avec des discours rationnels. Et puis parce que les femmes étaient encore plus prises par la charge scolaire, domestique, ménagère pendant le confinement, donc encore moins disponibles. Et ça n'évolue pas, effectivement. Tu rappelles quand tu parles de la une du monde d'après. Oui, il nous raconte le monde d'après. Ça fait envie. J'ai relevé sur la question des féminicides une enquête que tu évoques, une enquête auprès de femmes ayant porté plainte pour violences sexuelles, qui a été menée en mars 2018 par le collectif Le Groupe F et la plateforme en ligne Paye ta police. Dans 60% des témoignages, les femmes ont dû essuyer un refus ou dû insister pour porter plainte. Vous êtes sûr ? Vous avez conscience des conséquences ? Dans plus de 50% des cas, les forces de l'ordre ont remis en cause la gravité des faits. On vient pas au commissariat pour des histoires de couple. 40% des sondés racontent que leur tenue vestimentaire, leur comportement ou leur consommation d'alcool a été remise en cause. Vous avez fait quelque chose qui aurait pu laisser croire que vous étiez intéressé ? Dans un cas sur 5, elles ont vu s'exprimer la solidarité des forces de l'ordre avec l'agresseur. Vous allez lui gâcher la vie, vous en êtes consciente ? Je m'arrête là avant de vomir. Comment on peut faire changer les choses et diminuer le nombre de femmes tuées parce qu'elles sont des femmes, si finalement les personnes qui sont censées les protéger ou du moins les soutenir par la suite ne sont finalement d'aucune aide, voire carrément des obstacles ? Moi, ce que je propose, c'est que on revalorise la parole des femmes. Et ma thèse dans ce livre, c'est que le problème, c'est qu'on ne croit pas les femmes, parce que la parole des femmes n'a pas de poids. Et vraiment, dans ma tête, il y a un lien logique entre le fait qu'on entende que 15% d'experts sur les plateaux de télé, et que quand une femme arrive dans le commissariat, on ne la croit pas non plus. Parce qu'en fait, on ne voit jamais des femmes dans une position d'autorité avoir un discours assumé, cru, valorisé. Donc forcément, comme on passe notre temps à se taire ou à s'excuser, quand on vient dire « Bonjour, j'ai été victime de viol », on est là « Oui, enfin bon, voilà, elle est un peu émotive, et puis qu'est-ce qu'elle a fait ?» Et puis, enfin voilà, donc je pense que c'est évidemment il y a énormément de sexisme parmi les forces de l'ordre, et évidemment il y a une énorme inertie du côté gouvernemental. Il faudrait simplement les former. En fait, c'est pas si compliqué d'accueillir correctement la parole d'une femme qui a été victime de viol ou de violence. Il y a des mots très simples à dire pour lui donner confiance et permettre à son discours de se déployer. Il suffit de les apprendre. Moi, je les ai appris. Je fais la formation avec nous toutes. Ça va. Enfin, c'était pas niveau doctorat, quoi. Enfin, je te crois. Ça n'est pas de ta faute. C'est lui qui est en tort. Et là, toutes les barrières qui tombent et le discours se déploie sereinement. Mais sauf qu'ils sont pas formés. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est symptomatique d'une dévalorisation de ce que disent les femmes dans la société en général et partout. Au sein du foyer, dans les médias, dans les institutions politiques, dans les universités, dans la culture, dans le cinéma, partout en fait. Donc voilà, moi j'aimerais un grand mouvement de fond pour que les femmes puissent parler et être crues en fait. C'est tout bête, hein, mais pour moi ça part de là. Le monde de la culture, effectivement, n'est pas en reste, en particulier du livre. Quand on voit le peu de lauréates des prix littéraires, quand on regarde tout le siècle dernier, le cinéma, comme on a vu la cérémonie des Césars. Mais de l'autre côté, on voit des collectifs qui émergent, comme celui de 50-50, qui regroupe 300 femmes du cinéma français. Tu parles dans ton livre de la structure de l'autre côté du périph', de Laurence Lascari. Il y a le prix Alice Guy, qui récompense une réalisatrice. Il y a les autrices de Noir n'est pas mon métier, qui racontent ce que c'est, qui témoignent de ce que c'est d'être actrice noire aujourd'hui en France. C'est pas glorieux, je vous spoil, mais c'est pas glorieux. Plein de bonnes initiatives. Est-ce que ça va vraiment faire le poids des collectifs comme ça, des prix ? Je pense que ça fait en tout cas, ça aide à la prise de conscience. C'est indéniable. C'est des discours, elles sont extrêmement courageuses, hein, toutes les femmes que tu viens de citer. Et puis 50-50 pour 2020, moi je suis bouche bée d'admiration pour ce qu'elles ont réussi à obtenir
en l'espace de même pas 2 ans. Donc je vous rappelle, en fait, elles ont réussi à obtenir du CNC. Donc le CNC, c'est l'organisme qui verse les subventions pour que les films puissent se faire. Que le montant de la subvention soit conditionné par la parité de la fiche technique du film. En gros, un film qui va arriver avec autant de femmes que d'hommes aux postes clés, chef opérateur, enfin bon, tous les postes importants du cinéma, va avoir 15% de subvention de plus. Et ça, c'est très concret. C'est vraiment un encouragement chiffré par l'argent. Alors rien n'empêche de faire un film 100% avec des hommes, aucun souci. Mais par contre, bye bye les sous, quoi. Et je pense que ça va avoir un impact réel parce que les producteurs, et là pour le coup je genre volontairement au masculin parce que c'est un métier vraiment très majoritairement masculin, ils vont d'un seul coup faire l'effort d'aller chercher la jeune chef-op un peu prometteuse, la super réal qui monte, enfin la cadreuse hyper talentueuse, enfin voilà, ils vont faire cet effort et ça va petit à petit changer les choses durablement parce que le cinéma a un impact inouï sur les imaginaires. Enfin voilà, le livre d'Iris Bray, Le regard féminin, il est extrêmement important parce qu'il fait comprendre que bah oui, en fait, ça paraît accessoire, mais c'est très important que des femmes fassent des films en fait, parce que la société, c'est Teresa de Lauretis que je cite dans le livre, cette chercheuse qui vient du mouvement queer, qui l'a souligné la première, c'est-à-dire que la société, le cinéma reflète la société, mais la société reflète le cinéma en retour. Et ça, on modèle en fait. C'est pas pour rien que le film de Céline Sciamma a un tel impact. Enfin, je pense qu'il y a énormément de jeunes femmes lesbiennes qui se sont senties d'un seul coup autorisées à embrasser leur meuf dans la rue grâce à ce film. Donc il y a le cinéma rejaillit sur le réel. Donc oui, c'est super important qu'il y ait des films faits par des femmes et qu'il y ait des équipes de femmes sur les plateaux pour se débarrasser de tous ces biais, de tous ces angles morts dont on pâtit en permanence dans le cinéma. Donc je pense vraiment que le cinéma, c'est un endroit où les choses ont bougé fort ces 2 dernières années. C'est pas pour rien aussi que MeToo vient des actrices du cinéma américain, d'Hollywood. Mais voilà, c'est pas pour rien non plus qu'on s'est tapé le maxi backlash avec le César remis à Roman Polanski. Enfin, c'est le double mouvement, quoi. Ça pousse fort dans un autre, et ben du coup ça repousse encore plus fort dans l'autre. Alors justement, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que tu vois, toi ? Qu'est-ce que tu as vu changer ces dernières années ? J'ai vu déjà le mot féminisme s'imposer. Enfin, ça, c'est quand même extraordinaire. Ça me paraît dingue de me dire que quand j'ai lancé La Poudre en 2016 et que je disais autour de moi que je voulais faire un podcast féministe, les gens ils disaient genre fais gaffe quand même. Attends, tu vas faire peur aux gens, c'est pas... Ils sont sympas les hommes, qu'est-ce que t'as contre les hommes ? Et qu'il y avait vraiment un énorme travail de pédagogie à faire pour expliquer que non, j'employais ce mot à bon escient et non, je ne veux pas tout de suite, en tout cas, brûler tous les hommes. Enfin, ça va bien se passer. Et puis voilà, maintenant que ce mot, il est presque devenu un argument marketing, quoi. En l'espace de 5 ans, il est partout, il est dans la bio du compte Instagram ou Twitter d'une centaine de milliers de jeunes femmes, et ça c'est hyper réjouissant. J'ai l'impression que les idées féministes, parce que ce sont des idées politiques, hein, c'est pas une espèce d'intuition hystérique que les hommes sont tous méchants, non, en fait c'est de la pensée, c'est de la philosophie, c'est de la sociologie. Ça se diffuse, notamment à travers les livres, je pense que t'es bien placée pour le savoir. Ouais. Et du coup, les jours où je suis confiante, je suis confiante de ça. De me dire oui, mais là il y a tellement de choses dans tous ces petits cerveaux là que ça peut pas rester comme ça, vu qu'on commence à avoir à peu près compris toutes. Je me dis ça. Ouais, et puis je fais le lien avec ce que tu disais par rapport à la création de ses propres médias et à la diffusion de réflexions féministes sur Internet. Ça pousse, mais justement, je pense que le monde du livre est un reflet de ce qui se passe, et que le fait qu'il y ait autant de livres féministes qui soient publiés, autant de contrats qui soient signés, de droits d'autrice qui sont offerts, la promesse de faire un livre, un contrat qui est proposé à une autrice sur un sujet, sur des sujets qui sont de plus en plus pointus, à des autrices qui n'ont jamais écrit de livre, mais qui ont un compte Instagram, ou qui s'expriment d'une façon ou d'une autre dans différents médias. Je peux pas croire que ce soit juste un effet de mode. Non. Ah bah non. C'est pas un effet de mode, non. C'est une idée très juste qui est en train de trouver son public.
Bon, on fait la révolution? Non, avant de faire la révolution, je voulais te demander, du coup, là, tu viens d'écrire ce premier livre. Il vient tout juste de sortir, il est sorti le 3. Qu'est-ce que ça fait d'écrire son livre quand c'est, en plus, un livre comme ça, quand c'est Présente? Bah, c'est chouette. Non, j'ai adoré l'expérience. Enfin, je savais que j'aimais écrire parce que moi, à la base, je viens de la presse écrite. On a toujours une très grande facilité à taper des trucs sur mon ordi. Mais le livre, c'est vraiment chouette comme espace. Je me suis rarement sentie aussi bien quelque part pour parler. Le livre, c'est quand même un endroit où on se débarrasse de pas mal d'entraves. L'autocensure, le complexe de l'impostrice, la timidité, et puis les hommes qui nous interrompent, qui nous contredisent, qui sont pas d'accord, qui redisent ce qu'on vient de dire. Donc voilà, ça c'est vachement reposant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience d'écriture. Après, je veux vraiment rendre hommage aux éditions Alary. C'est une petite maison d'édition en fait, et c'est super agréable. Enfin, j'ai pas beaucoup de points de comparaison, mais j'imagine que c'est différent d'une grosse maison d'édition parce que j'ai été accompagnée avec tellement de bienveillance et puis tellement au quotidien. Donc voilà, j'étais super stressée avant qu'il soit publié. J'avais vraiment j'étais là mais les gens vont lire là, du coup ce que j'ai écrit, genre bah oui, c'était le but en fait. Mais très complètement émerveillée par les retours là que je commence à avoir, les premières lectrices, messages que je reçois, je me fais pleurer dans mon lit le soir et tout. Enfin voilà, je suis contente, c'est bien, j'aimerais bien en faire d'autres. Mais il y en a un autre qui va pas tarder à arriver, si j'ai bien les bonnes infos, d'ici 2 mois, c'est ça? Et qui est plutôt lié à la poudre. Ouais, le livre de la poudre arrive aux éditions Marabout, pour le coup une grosse maison d'édition. Après c'est un travail qui est vraiment très différent, que j'envisage plus comme un travail d'archive. C'est-à-dire que pour moi ce livre il était important pour encore plus garder une trace de tous ces vécus, de toutes ces voix, parce que l'histoire a très fortement tendance à effacer les femmes, leur vécu, leur travail. Moi c'était une des vraies motivations avec la poudre, c'était justement de garder des traces, de dire non, on va pas effacer toutes ces écrivaines, réalisatrices, chercheuses, militantes là qui font un travail de fou aujourd'hui. Ce qu'elles font, ce qu'elles disent, ça va rester. Et puis voilà, le papier c'est un outil qui est encore plus merveilleux. Enfin, ça reste quoi. On ne sait pas si on y aura encore l'application Apple Podcast dans nos téléphones dans 50 ans. Peu probable. Mais par contre, si on achète un livre aujourd'hui, il y a des chances pour que dans 50 ans, on puisse le transmettre à nos petits-enfants. Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, ça sera les entretiens de la poudre retranscrits et rien d'autre. J'avais rien envie de rajouter d'autre en fait. Pour moi, la poudre c'est ça, c'est pas mes mots, c'est ceux de mes invités. Donc voilà. Tu gères Nouvelles Écoutes, plus le podcast La Poudre, tu viens d'écrire ce livre, il y a du coup celui de La Poudre qui va sortir. Tu recommences une nouvelle saison de Présente au Carreau du Temple. Comment tu fais pour tout gérer? Est-ce que tu dors? J'ai 2 enfants, et toi un ex-mari, mes parents, enfin bref. Écoute, je suis pas en très bonne santé, en vrai. Là, ça va, parce que je rentre de vacances, que j'ai pris soin de moi cet été. Mais j'ai fini au mois de juin dans un état donc non, je recommande vraiment pas. Voilà, je dors pas beaucoup, je suis un peu insomniaque. Mais donc non, faut prendre soin de soi, faut pas faire ce que je fais. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de ralentir, de faire moins de choses. Enfin là, par exemple, la saison du Carreau du Temple, quand je réalise que j'ai fait le Carreau du Temple, les savantes, la poudre et le reste en même temps, je me dis mais qu'est-ce que je cherchais en fait. Donc là, à partir de la rentrée, d'octobre, je fais la poudre au Carreau du Temple en invitant des chercheuses. C'est bien, ouais. Self-care. Donc je suis très contente de cette idée. une heure par mois, en fait, j'aurais fait tous mes dos. Voilà. Mais après, je pense que je le fais parce que j'ai la chance de faire un travail qui le mot passionné est pas assez fort pour dire ce que ça me fait, quoi. Qui me prend aux tripes, qui résonne avec tout ce qui est à l'intérieur de moi. Où chaque instant, j'ai l'impression que je grandis, je sais pas, j'adore apprendre, j'apprends tout le temps et donc voilà, j'aime quand même énormément ce que je fais. Et comment ça se passe? Parce que du coup, tu as toute une équipe avec Nouvelle Écoute, avec La Poudre. Ouais.
Ouais. Comment ça se passe pour gérer ton équipe? C'est toi qui gères Alors, j'ai une personne en particulier qui s'appelle Gaïa Marty, qui est l'assistante éditoriale de La Poudre, mais je trouve que ce titre convient pas assez pour décrire tout ce qu'elle fait, parce qu'elle est aussi en fait productrice, preneuse de son, enfin voilà, elle fait tous les liens aussi avec les maisons d'édition, les productions de ciné, enfin voilà, pour être toujours au courant de ce qui arrive, de ce qui se passe, pour m'organiser tout ça, et donc elle m'aide énormément. Elle est super. Et puis, Nouvelles Écoutes, c'est une grosse équipe aujourd'hui. C'est une douzaine de personnes, plusieurs productrices, une équipe de communication, une équipe commerciale, et qui fait tourner un peu le reste, quoi, les autres émissions, et puis tout ce qui permet aussi de payer tout ce monde, donc la pub, le brand content. Voilà, c'est une assez grosse machine. Mais bon, j'ai un associé qui est pas mal, qui gère tout ça. Merci Lorraine. Merci Marie, avec plaisir. C'était le premier épisode de Girls Power. C'était bien, non? Si ça vous a plu et que vous trépigniez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com, où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.